sources de prospérité. Il a parlé des avantages compétitifs contre les avantages comparatifs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut tout simplement dire que aujourd'hui, si les pays veulent se développer, ce n'est plus comme dans le temps où les gens comptaient sur les ressources qu'ils avaient et se considéraient comme un pays riche. Par exemple, le Congo est réputé être un pays très riche en ressources naturelles. En ressources naturelles. Mais il vit dans la pauvreté absolue. Quand vous voyez, donc vous voyez cette contradiction entre les richesses naturelles et la façon de vivre. C'est qu'il y a quelque chose qui manque ici. Et lui, il dit que pour qu'il y ait, la prospérité, parce que les progrès économiques doivent se baser sur la productivité. Oui. Bon. Donc, pour qu'il y ait les progrès, il faut que le pays s'assoie sur la productivité et non compter sur les ressources que vous avez. Parce que nous sommes dans un monde qui est globalisé, un monde qui est économiquement ouvert à tout le monde. Il faut savoir quoi faire dans ce pays si vous voulez continuer à vous développer. Oui, en fait, quand il parle de la productivité, bon, en fait, quand on regarde au niveau microéconomique, c'est ça. C'est la capacité à produire une grande quantité d'un produit donné en un temps. Ça peut être par jour, par heure, par mois, bon, dépendant de la définition, enfin, du temps que l'on se donne. Donc, si en une semaine, on produit beaucoup plus une certaine quantité, bon, c'est la productivité en une semaine. Bon, si on arrive à produire une plus grande quantité en un temps record, ça permet de créer des richesses. Bon, si on arrive à écouler ces produits. Donc, bon, je vais juste ajouter quelque chose à ce que vous avez dit sur la productivité. Ok, merci beaucoup pour apporter cet ajout. Mais ici, nous parlons un peu de termes qui sont assez compliqués. On parle de productivité, on parle de microéconomie, on parle de macroéconomie. Est-ce que, Masinga, tu peux expliquer ce que vous entendez par microéconomie? Bon, quand on parle de microéconomie, c'est-à-dire c'est au niveau, qu'est-ce que je peux expliquer là? C'est bon, il y a des termes qu'on peut utiliser en économie. On est en train de parler de macro, c'est au niveau national. Au niveau national. Mais quand on parle de micro, c'est au niveau un peu peut-être local, un peu plus bas. Et là, quand on parle au niveau local, là on est en train de voir la production par rapport à les compagnies qui essayent un peu de produire et essayent de vendre aux gens qui vont consommer ça directement. Là, c'est ce qu'on appelle, vous produisez et ça va directement au marché ou bien là où les gens vont consommer. Bon, moi, avant de parler de macroéconomie, moi je voulais par exemple retourner un peu en arrière par rapport à une question où vous avez posé juste au début. Vous avez parlé, est-ce qu'il existe une culture économique en Afrique? Moi, c'est là où je voulais en revenir. Allez-y. Bon, alors, la réponse que je pourrais donner, ce n'est pas une réponse que je vais inventer, mais c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Moi, j'ai vécu à un pays de l'Afrique, précisément l'Afrique du Sud, où j'étais consultant d'une institution ou bien d'un programme qu'on appelait Black Economic Empowerment. Bon, ça, c'est un programme qui est arrivé pour stabiliser un peu ou bien balancer un peu l'indifférence qui existait entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire, quand Mandela est arrivé au pouvoir, la première élection démocratique qui s'est passée en Afrique du Sud en 1994, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant,
les gens ont dit, voilà, nous avons reçu le pouvoir. Mais ça, c'était un pouvoir politique que vous avez reçu. Mais maintenant, comment on devait prendre ou bien réussir à faire, comme on dit, empower en anglais, mais comment on pouvait réussir à faire gagner les gens de sortir de la pauvreté. C'est ça. C'est ça l'émancipation économique qu'on est en train de parler. Alors, c'est-à-dire les hommes intelligents qui sont venus avec le programme qu'on appelait Black Economic Empowerment, apparemment, bon, en français on pouvait dire l'épanouissement de l'homme noir. Alors, comment on pouvait balancer ça? Cette initiative était dans presque les différentes compagnies et les différents secteurs. Donc nous sommes partis dans le secteur agricole, secteur commercial, minier et partout. Et même les services. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler comment les gens peuvent devenir indépendants financièrement, ou bien comment une nation peut devenir indépendante, ou bien peut prospérer. C'est ça qu'on est en train de parler. Alors, nous avons compris que en mettant ce programme en marche dans différentes institutions et dans les différents bureaux, nous sommes venus avec une conclusion que le programme marchera tout comme ça ne pourrait pas marcher. Et quel était le problème? Le vrai problème c'était ce qu'on est en train de parler, le problème de culture. C'était la culture derrière ce programme-là. Alors, la culture était quoi? La culture était d'attaquer les riches et prendre l'argent chez les riches et essayer de quoi? De partager cet argent-là au niveau des pauvres. Et ce qui n'était pas... Donc, en fait, c'est une redistribution. Redistribution, voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'on était en train de raisonner à faire? Bon, il y avait... comme on était en train de dire, il y avait des piles, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, à partir... Ça dépendait de quelle industrie ou bien de quelle institution que vous êtes. Mais la chose la plus importante que je voulais épingler avant que je vous laisse la parole, de continuer, nous avons trouvé des failles en implantant ces systèmes-là. Puisque nous avons compris que les riches sont devenus de plus en plus riches par rapport à ces systèmes et les pauvres sont devenus aussi de plus en plus pauvres. Bon, il y avait un problème avec la capacité ou bien le renforcement des capacités intellectuelles des gens. Puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui est, par exemple, qui n'a pas étudié, qui n'a pas une éducation comment gérer l'argent, tu lui donnes l'argent, 100 000 $ que l'on va faire les affaires. Cette personne, est-ce que facilement il deviendra riche puisqu'il n'a pas quand même une capacité intellectuelle? Disons, il n'a pas une culture. Il n'a pas une culture, c'est ce qu'on est en train de parler. Et qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que même quelqu'un qui était excessivement riche, mais il avait par exemple chez lui, bon, moi comme j'ai la peau blanche, mais chez moi j'ai un noir qui n'a pas étudié, si je lui donne 20 000 $, ça ce n'est qu'un exemple que je suis en train de donner. Si je lui donne 20 000 $, pour lui, il n'a jamais touché 20 000 $ dans sa vie. Alors, c'est la toute première fois qu'il touche cet argent-là. Bon, pour lui, ça sera facile de se procurer une voiture, peut-être rêver à acheter une maison, et ça se limite là. Maintenant, investir sur, par exemple, sur le futur, là, il n'y en a pas. Et puis, nous avons aussi remarqué que, par exemple, les fermiers qui produisaient déjà étaient toujours dans la même série, ou bien dans la même capacité de produire parce qu'il y avait déjà une formation. Et ils sont restés dans la même ligne. Donc, ça n'a pas marché comme on est en train de raisonner pour l'instant. Bon, c'est là où, donc, en conclusion, je me dis que quelque part, puisque ça s'est passé en Afrique du Sud, il faut se dire que non, oui, cette culture-là, elle existe, mais comment ces institutions-là arrivent à les mettre en pratique, c'est ça le vrai problème.
Allez-y, Oui. allez-y, Bon, Alassane. je vais vous laisser continuer. Bon, là, je reviendrai en plus à la suite avec D'autres arguments. éléments d'information. Oh, ok. Moi, je voulais tout simplement conclure avec Blaise, dire que avec cette expérience, il y a lieu de conclure qu'il n'y a pas de prospérité économique sans la productivité. N'est-ce pas? Il n'y a pas cette prospérité-là. Pour qu'il y ait prospérité économique, il faut qu'il y ait nécessairement productivité. Ça ne sert à rien de redistribuer ce qui a été déjà produit. Sinon, vous n'allez rien créer. Donc, c'est tout un problème. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Alors, nous comprenons qu'il faut nécessairement produire. Il faut nécessairement produire. Et s'il faut redistribuer, il faut redistribuer ce qu'on a produit. Pas prendre l'argent des riches et distribuer aux pauvres. Ça n'avance à rien et ça ne peut pas créer une prospérité économique. Et maintenant, tu disais que tu allais revenir avec d'autres arguments avant qu'on passe à ce que tu peux parler. Oui, je voulais avancer que quand on regarde au niveau individuel, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes en matière d'esprit d'entrepreneuriat en Afrique. Bon, vous voyez, non seulement on a un taux d'analphabétisme qui est élevé, bon, et comme vous le dites, les gens, il y a certains éléments de culture qui font aussi que les gens n'arrivent pas à bien progresser. Bon, je vais dire par là que, bon, vous voyez quelqu'un qui a une petite entreprise, qui a commencé une petite activité, et ça commence à produire un peu. Bon, vous allez voir les éléments de la famille, commencent à se rallier à lui, pas seulement pour l'aider à faire prospérer ses activités, mais juste dépendre de lui. Bon, est-ce que vous voyez, et très souvent en Afrique, les gens se laissent tomber dans ce genre de pièges. Et automatiquement, la société ou l'activité se décline, ça part en faillite. Là aussi, on peut parler d'une culture, mais qui est une mauvaise culture, qui ne peut pas vraiment permettre la prospérité économique. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Bon, mais on aura l'occasion de développer ces éléments-là au cours de nos débats. Je crois le point positif dans ce que vous venez d'évoquer. Et moi, j'ai compris, par exemple, ici aux États-Unis d'Amérique, il y a des petites entreprises qui sont en train de fonctionner. C'est juste une entreprise familiale. Ça peut être une close corporation, mais c'est une entreprise familiale où vous allez voir le papa, le cousin, les mamans ou bien n'importe qui. J'ai quand même aussi vérifié, surtout je me rappelle, quand vous côtoyez beaucoup ces stars noirs américains, quand vous allez les revoir, vous allez voir que son accountant doit être son cousin. Moi, je vis par exemple le jour de la mort de Whitney Houston. Le comptable de Whitney Houston était le mari de sa sœur. Alors là, c'est-à-dire pour que cette initiative des affaires reçues, pour qu'il n'y ait pas, par exemple, des gens qui essayent un peu d'épuiser ou bien qui essayent un peu d'étouffer l'avancement de ce genre de type d'entreprise. Il faut du moins maintenant initier ce qu'on appelle, s'il n'y a pas des gens qui ont les capacités intellectuelles, il faut maintenant initier ou bien apprendre. Apprendre pour que ces gens-là comprennent. Et puis, c'est là où ça tourne toujours sur l'éducation. Puisque s'il y a une seule personne qui est éduquée et que vous êtes là toujours, comme on dit, le cash cow, vous venez toujours pour suturer au lieu d'avancer, tu dis non, il y a un truc